Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur le sujet mise en œuvre de la RSE, gagner en efficacité. Je vous propose qu'on attende à peu près 3-4 minutes l'ensemble des participants pour commencer cette présentation. Je vous dirais à ceux qui sont déjà là de commencer par avoir avec eux une tasse avec un peu d'eau, ça fait toujours bien au cerveau, ou quelque chose qui leur permette de patienter et de passer un bon moment surtout. En tout cas, ce sujet est passionnant. Et si vous êtes là, c'est que j'imagine qu'il vous intéresse au plus haut point. La RSE est vraiment une lame de fond et qui traite tellement de sujets qu'on pourrait en parler des heures et des heures. J'essaierai aussi de vous transmettre ma conviction que demain, il n'y a pas de business qui se fera sans intégrer cette composante de développement durable ou de RSE au sens large. Je ne suis pas le seul à bien évidemment le penser. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. La documentation en matière de RSE, d'environnement, ne cesse d'augmenter. Et c'est clair que tous les secteurs d'activité sont vraiment impactés, pas forcément à la même vitesse, ça c'est vrai, mais à horizon 2030, il est clair qu'il n'y aura pas un secteur qui n'aura pas vu son modèle se transformer ou être impacté par la RSE. Et donc de la mettre en œuvre, cette RSE, c'est primordial parce que c'est en étant en action que concrètement on permet de montrer ce qu'on fait et de témoigner et de sortir de ce fameux greenwashing dont certains d'entre vous ont bien évidemment entendu parler. Donc il est 11h03, je vais attendre encore une petite minute et on va commencer. Pour ceux qui sont déjà là, petit rappel, hein, on a un temps d'1 heure à passer ensemble. Je vais vous partager des éléments pendant à peu près 40 minutes. Et une vingtaine de minutes de questions-réponses nous seront consacrées. Voilà. 11h04. Alors, la thématique, mise en œuvre de la RSE à gagner en efficacité. C'est tellement un sujet vaste que la question de l'efficacité est primordiale. Pour vous lancer et pour se lancer dans le sujet, je vais vous proposer d'abord un petit quiz. La première question, ce serait autour de la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises, qui a été votée en 2019, a modifié le Code civil. Savez-vous pourquoi? Il y a 3 options pour transformer toutes les sociétés en entreprises à mission, c'est-à-dire alliant le profit et une utilité sociale, ou la partie B, pour renforcer le pouvoir des actionnaires dans la gestion des entreprises en précisant qu'il s'agit d'une partie prenante dont la satisfaction des intérêts est prioritaire. Réponse C,
pour préciser que les entreprises doivent prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités dans leur gestion. La bonne réponse, c'est la C, pour préciser que les entreprises doivent prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité dans leur gestion. Ça veut dire que déjà, depuis 2019, ce sujet est intégré dans la loi. Cette loi est vraiment primordiale en termes de documentation juridique pour la France. On pourra à un moment donné y revenir plus tard. Deuxième question que je vous propose, c'est quel pourcentage de collaborateurs aimeraient être davantage impliqués dans les enjeux RSE de leur entreprise? Réponse A, 36%, réponse B, 72%, réponse C, 54%, et la réponse D, 91%. La bonne réponse est la B, 72%. Ça vous montre que c'est vraiment un effet de levier auprès de vos collaborateurs qui est important et plus largement sur toutes vos politiques de recrutement et donc de cette notion de marque employeur. Et cette dimension est valable pour toutes les tailles d'entreprise, que vous soyez une start-up, une TPE, une PME ou un grand groupe. Votre marque employeur est vraiment fondamentale pour intégrer de nouveaux collaborateurs. Et bien évidemment, garder vos talents. La thématique nécessite forcément qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'est la RSE, donc le champ à la fois social, environnemental et économique qui est intégré dans la RSE. C'est 3 piliers, on va dire. On voit bien que ce triptyque forme un peu comme un donut, c'est-à-dire que tout est lié, tout interagit ensemble. Cette notion s'intègre dans l'esprit du développement durable, c'est-à-dire que l'environnement ou la société ou l'économie, pour qu'elle soit durable, c'est qu'elle doit intégrer l'ensemble de ses composants intrinsèques pour qu'elle puisse être mieux vivable et équitable. Donc cette dimension est fondamentale, de voir tout ça comme un écosystème lié et qui a vocation à, je dirais, performer ensemble et pas séparément. L'autre slide que je voulais vous montrer, c'est comment la RSE est perçue auprès des dirigeants. C'est le MEDEF qui organise un baromètre à peu près tous les ans en posant une question à des chefs d'entreprise qui est la suivante. Selon vous, sur quoi porte le développement durable en entreprise? Pourquoi poser cette question? Déjà parce que comme on voit que le sujet est tellement dense, que c'est intéressant de voir les sujets qui émergent prioritairement sans faire appel forcément à la définition stricto sensu. Et on voit bien que sur l'année 2021, la question qui était primordiale, c'était les engagements liés à l'environnement. Liés à l'environnement, on peut y traiter autour des thématiques de bilan carbone, donc ces fameux effets de serre dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, ou sur les thématiques encore un peu plus complexes sur la biodiversité. Et le sujet qui vient tout de suite après, c'est les achats responsables. Ça montre encore une fois que la RSE traite de sujets extrêmement variés et que chaque entreprise peut avoir une façon de l'aborder différemment, mais que globalement, ces 3 piliers, environnement, social et économique, interagissent ensemble. Les parties, ce qui est aussi intéressant dans cette slide, c'est qu'on voit bien que les engagements liés au social peuvent un peu baisser ou sur le plan sociétal et sur les sujets de la gouvernance. C'est pas forcément un mal, ça veut dire aussi que ces dernières années, ces 5 à 10 dernières années, les entreprises se sont beaucoup accaparées les sujets liés aux questions du bien-être, aux questions de la diversité, de la mixité sociale. Et donc, ce focus qui était fait pendant ces 5 et 10 dernières années a laissé un peu place progressivement aux questions liées à l'environnement. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que le sujet social ne doit plus être traité en entreprise, bien évidemment.
Une des règles d'or qu'on voulait vous partager, qui est pour nous, clé, c'est partir d'un état des lieux qui soit clair. Très souvent, une erreur qui est faite, par les entreprises, qu'on a, accompagnées, c'était de partir sans, se poser la question: «Qu'est-ce que je fais déjà?» et de vouloir tout de suite être en marche, pour, lancer une stratégie, mais, qui n'est pas posée, profondément sur, les racines, de l'entreprise qui, elles, se sont construites depuis des années et qui ont forcément, toute entreprise a déjà fait, des choses. En effet, hein, on a, des études qui ont, montré que 85 des PME mènent déjà des actions RSE, mais que 76 des PME n'ont pas de plan d'action formalisé. Et donc, on voit bien que la première des démarches, cette règle d'or qui est essentielle, c'est de faire un état des lieux. Parce que, en allant auprès soit, de, vos comités de direction, soit auprès des membres de vos collaborateurs, vous allez voir qu'il y a déjà énormément de choses potentiellement qui sont faites et très souvent, d'une entreprise à l'autre, ce sont sur des domaines, très, différents. Comment un collaborateur, par exemple, a une action, sociale, comment, l'entreprise, par exemple, accompagne, l'intégration, de personnes en situation de handicap ou, comment l'entreprise favorise la mixité homme-femme, c'est-à-dire avec ce fameux index, égalité pro, qui est publié depuis, 1 an, déjà. Donc, beaucoup de choses sont faites dans les entreprises et c'est vraiment important et fondamental, de pouvoir les poser. Je profite un petit peu de ce passage, je viens de regarder, le chat. N'hésitez pas à poser, des questions, si, vous avez envie, maintenant parce qu'il y a un élément que vous voudrez, clarifier, ou, plus tard, pendant la phase de questions. Donc l'état des lieux, comment doit-il aussi être abordé? Il y a 2 référentiels, qui selon, moi, sont à, privilégier. Je me suis pas, présenté, mais j'ai, à peu près 10 ans dans l'accompagnement des entreprises sur des enjeux de transformation digitale et j'ai, intégré aussi, une équipe, de finances durables, sur le secteur des PME et clairement, ces 2 référentiels dont, je vais vous parler, à la fois les ODD et l'ISO, 26000, sont des référentiels qui sont à privilégier parce qu'ils s'intègrent dans une dynamique qui n'est pas que celle de votre entreprise, mais tout un écosystème. Je m'explique. Toute la démarche, de, développement durable, dont on entend parler aujourd'hui est liée, depuis 7 ans à ces fameux accords de Paris qui ont été signés en 2015 et cet objectif de l'ONU 2030 qui a posé 17 objectifs de développement durable pour pouvoir atteindre à horizon 2030 et 2050 des ambitions profondes en matière de réduction de pauvreté, en matière environnementale. Et donc, ces 17 ODD, pourquoi ils sont très importants? Parce que les grandes entreprises, qui sont souvent des grands donneurs d'ordre, ont intégré ces ODD dans leur démarche RSE et très souvent, elles demandent à leurs fournisseurs, à leurs clients, de voir dans quelles actions ils agissent pour pouvoir eux-mêmes faire des liens avec ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de grands groupes ou d'institutions publiques demandent à avoir est-ce que vous faites des démarches, quel est votre plan d'action RSE et est-ce que les actions que vous menez, elles ont un lien avec une ou plusieurs ODD qui ont été posées. Et la norme ISO 26000, qui n'est pas une norme sur laquelle aujourd'hui on est certifié, c'est une norme qui permet de travailler sur plusieurs thématiques et d'y aller progressivement.
Et l'ensemble des pays ont intégré cette dimension ISO 26000 dans leur approche, même si, par exemple, on va retrouver au Canada ou dans d'autres pays des normes qui portent un autre nom, mais qui se sont inspirées, bien évidemment, des ODD et de l'ISO 26000. Donc, typiquement, si vous avez à un moment donné un objectif de développement à l'international, d'avoir déjà travaillé sur un référentiel comme l'ISO 26000, ça vous permettra de faciliter le passage au référentiel national parce que ce référentiel national se sera souvent appuyé sur cette norme ISO 26000. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est souvent. Donc, 5 thèmes clés à aborder quand vous faites un autodiagnostic ou quand vous êtes accompagné par un diagnostic, par un auditeur. C'est le thème, par exemple, sur la vision de la responsabilité sociétale des entreprises, où il s'agit d'aborder les sujets de gouvernance, d'identification et d'implication des parties prenantes et des processus internes. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas toujours évidents. Le sujet de la gouvernance, on verra plus tard, est un sujet qui n'est pas facilement appréhendé, surtout au niveau des TPE, PME, mais qui progressivement a de plus en plus d'intérêt pour les dirigeants et surtout ça traite beaucoup des questions aussi d'éthique. Le thème 2, c'est le déploiement et une communication de votre démarche RSE. Là, c'est les sujets d'organisation dédiés à la RSE parce qu'aujourd'hui, les sujets sont tellement vastes, comme je vous le disais depuis le début, qu'il faut mettre en place une organisation et on verra aussi que dans les actions concrètes tout à l'heure dont on parlera, un des éléments clés, c'est bien évidemment d'avoir un référent RSE parce que ça commence par là pour pouvoir structurer et planifier sa démarche RSE. Le thème 3, souvent abordé, c'est les ressources humaines et les relations et conditions du travail. C'est une thématique qui est déjà bien ancrée dans la vie des entreprises et qui très souvent est assez vite nourrie et avec des démarches qui sont déjà bien posées. La thématique 4, qui est les modes de production et de consommation. On voit bien que dans cette thématique, ce qu'on va regarder, c'est ce que vous produisez, d'accord, et ce que vous consommez. Donc, c'est très clair qu'il y a, par exemple, des entreprises qui posent en elles une ADN de développement durable parce qu'elles sont sur des technologies qui, par exemple, vont permettre de réduire la consommation d'énergie, qui vont être produits en intégrant une éco-conception. Donc, ça, c'est beaucoup d'entreprises qui sont dans ce secteur et qui, bien évidemment, nécessitent de poser ça parce que c'est un élément extrêmement positif, mais pas seulement. C'est pas parce que vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire que toutes les autres thématiques ne sont pas un sujet pour vous. Donc, la thématique 4, c'est cette partie production et consommation. Donc là, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui autour de, par exemple, la sobriété en matière d'économie ou d'énergie. Donc, donc la thématique 5, c'est la performance RSE de l'entreprise, où là, il s'agit d'aborder les sujets de construction et des indicateurs de mesure. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc, ces thématiques sont clés pour vraiment poser un état des lieux qui soit le plus clair possible et qui vous permettra de bien construire justement votre stratégie RSE. Où en sont les TPE-PME? Donc ça, c'est aussi un autre point très important, c'est d'avoir un regard où vous allez être capable de vous benchmarker. Donc, j'ai sorti une étude qui parle d'un point de vue général des TPE-PME et cette étude a montré un point fort, la relation et conditions de travail.
Cette dimension, elle traite des sujets d'égalité salariale, de qualité de vie au travail, de formation, d'accidents du travail, de télétravail, où forcément ces dernières années, il y a eu des actions très concrètes qui ont été faites en entreprise, beaucoup aidées d'un côté par le Covid, mais pas seulement, et qui favorisent beaucoup cette thématique. Mais deux points faibles sont importants à souligner, la partie environnement et droits des personnes, où on voit que l'environnement n'était pas encore un sujet qui était extrêmement traité. C'est pas parce que je fais le point et le parallèle avec le baromètre du MEDEF que vous avez beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont intégré la dimension environnementale comme un sujet lié à la RSE, que des actions concrètes sont menées dans les entreprises. Ce passage à l'acte en matière d'action concrète est de plus en plus fort, mais je dirais d'ici ces 2 dernières années, puisqu'on entend de plus en plus parler de ces rapports du GIEC, des conséquences des gaz à effet de serre. Et donc, cette sensibilité qu'ont les dirigeants sur ces thématiques est de plus en plus forte, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont passés vraiment à l'action. Et c'est ce que témoigne cette étude. La règle numéro 2, qui va avec la première, c'est que quand vous avez posé un état des lieux, eh bien, c'est un des éléments clés pour pouvoir définir un plan d'action annuel. C'est tellement clé, j'ai commencé par une question lors du quiz autour de la loi Pacte, ce n'était pas anodin. Je vous précise que dans la loi Pacte, il y a une obligation de démarche sur le long terme en matière de RSE et de la mise en place d'un plan d'action. Dans la partie juridique, c'est pas encore formalisé et on ne sait pas encore de façon extrêmement précise pour quel acteur c'est concerné. Vous savez que il y a une DPEF qui est indispensable pour les entreprises de plus de 250 à 300 salariés, mais beaucoup d'éléments de la loi Pacte sont en cours de formalisation. Et il y a déjà une dernière étude de France Stratégie qui récemment été publiée, qui parle bien d'inviter l'ensemble des acteurs dans leur démarche RSE. Et on parle aussi, bien évidemment, des micro-entreprises. Donc, cette loi Pacte est essentielle en termes de documentation juridique pour la France. Elle met vraiment en lumière une obligation de considérer les enjeux sociaux et environnementaux dans l'entreprise. C'est pas seulement la loi qui a permis les statuts à mission, mais c'est aussi la loi qui a mis un focus sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est vraiment un point important. On est dans une dynamique de long terme. Ça a commencé depuis 2015 et ça va s'accélérer. Pour qui créer un plan d'action? Eh bien, je vous dirais en premier lieu pour vos parties prenantes. Ça, dans le champ de la RSE, avoir en tête l'écosystème et les parties prenantes, vos parties prenantes, c'est très important. C'est un nom un peu parfois barbare, mais si j'avais à résumer, c'est l'ensemble des acteurs qui sont autour de vous en tant que chef d'entreprise, qui sont nécessaires pour le fonctionnement de votre entreprise. Et donc, si je prends par exemple en haut, c'est le législateur. Toute entreprise a cette contrainte de la loi. Et juste pour vous donner une petite idée de la tendance dont on parle, hein, c'est 1200 lois en 2018 contre 80 seulement pour le climat dans le monde il y a 20 ans. Donc la tendance à légiférer de plus en plus sur les sujets de la RSE est très importante et ça vous invite à vraiment avoir une veille juridique sur la thématique de la RSE.
Si je prends rien que les acheteurs, c'est-à-dire si vous travaillez avec des grands groupes, que vous soyez petite entreprise, une start-up qui fait un POC ou qui veut développer un partenariat à long terme, ou vous êtes une PME qui travaillait avec un grand groupe, aujourd'hui, tous les acheteurs, hein, quasiment, à forte majorité, 69%, intègrent des notions de performance sociale et environnementale. Et cette tendance a fortement augmenté, hein, puisque ce dernier baromètre qui date de 2021, comparé à 2019, c'est 51%. Donc il y a une véritable dynamique des acheteurs à intégrer ce que font leurs fournisseurs en matière de RSE. Donc, mettre en place un plan d'action, ça va vous aider à répondre à vos clients, à des appels d'offres publics. Je passe vite les parties prenantes parce qu'on pourrait y rester très très longtemps. Une question qui arrive forcément très vite, mais comment sont structurées les équipes RSE? Et vous allez vite voir qu'en fonction de la taille de votre entreprise, eh bien, les équipes ne sont pas structurées de la même manière. Ça ne vous étonnera pas. Les TPE, par exemple, la majorité, 63% d'entre elles, n'ont pas d'équipe dédiée à la RSE. Les PME, c'est majoritairement des structures qui intègrent une équipe de 1 à 2 personnes. Et les ETI aussi, hein, intègrent des équipes de majoritairement 1 à 2 personnes, mais elles sont de plus en plus à accélérer la croissance de leurs équipes et à avoir plutôt des équipes de 3 à 5 personnes. Donc vous voyez bien, c'est que sur des sujets aussi vastes que la RSE dont on parle depuis le début, que des équipes de 1 à 2 personnes majoritairement ou 100, eh bien forcément, elles ne vont pas pouvoir tout faire. Et donc l'un des points clés du plan d'action, c'est bien évidemment d'avoir conscience que l'équipe interne ne sera pas la seule ressource nécessaire pour pouvoir mener à bien son plan d'action. Concrètement, quelles seraient les 3 actions prioritaires qu'on pourrait vous recommander dans la mise en œuvre de votre premier plan d'action? C'est un exemple qui ne répond bien évidemment pas à tous les cas, mais je vais vous expliquer la philosophie. Le fait de nommer un référent RSE, c'est indispensable. Et ça, que vous soyez une petite structure, une moyenne ou une grande, c'est indispensable. Et il y a encore des grandes entreprises, on était en discussion avec un grand groupe, qui n'avait pas son référent RSE, et ça ne voulait pas dire pour autant qu'il faisait rien. Donc, même une petite structure, nommer son référent RSE, nous, on a un référent RSE. Bien évidemment, vous pourriez me dire, mais c'est votre sujet, c'est normal. Mais souvent, on a cet adage que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ben, on a essayé au contraire, vraiment d'appliquer ce qu'on recommande à nos clients, à nous-mêmes. Et on est une structure d'une quinzaine de collaborateurs. Et on a intégré dès l'origine une référente RSE. Pourquoi? Pour structurer, pour organiser, mettre en œuvre. La mission, on verra tout à l'heure quand je vous parlerai un peu plus de sa mission, c'est qu'il est ou elle est vraiment indispensable pour pouvoir parler à l'ensemble des entités, des équipes du groupe et de communiquer en extérieur pour pouvoir vraiment bénéficier des retombées de l'ensemble de vos démarches en matière de RSE. La deuxième action qui, pour moi, est clé, c'est d'identifier ces spécificités sectorielles. Ça fait un peu barbare, et ça s'adresse particulièrement à toutes les entreprises qui ont des chambres sectorielles, des chambres professionnelles, des syndicats professionnels engagés,
Je vais vous prendre un exemple très concret. Dans l'agriculture, vous avez beaucoup de coopératives et beaucoup de ces coopératives sont en lien avec des chambres professionnelles qui travaillent sur les sujets RSE. Et donc, pourquoi c'est important de tout de suite identifier si le secteur d'activité dans lequel vous êtes a déjà mis en place des recommandations en matière de démarche? C'est pour justement ne pas faire seul et pouvoir intégrer une communauté qui partagera avec vous ce qu'elle fait et la tendance. Donc, quand ce n'est pas possible pour tout le monde, parce que souvent, vous avez des secteurs qui n'ont pas encore engagé des démarches sectorielles, eh bien, une des recommandations que je vous ferai tout de suite, c'est la troisième, c'est de commencer à construire une trajectoire de décarbonation. Pourquoi c'est pareil, ça peut se dire, mais oh, ça va être lourd. C'est vrai qu'un bilan carbone peut faire peur. Il y a plein de façons de l'approcher pour que justement ça soit pas trop problématique pour l'entreprise. Mais il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que c'est quasiment le seul indicateur, le seul KPI qui est normé et homogène à tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, calculer son empreinte carbone, ça va être indispensable parce qu'il y a des notions de visa carbone qui vont j'en suis convaincu, émerger dans les prochaines années. Et que qu'on soit des grands groupes ou des petits groupes, il y a des donneurs d'ordre qui vont demander à leurs clients de pouvoir leur transmettre leur empreinte carbone. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans la finance durable, elle cherche, comme beaucoup d'acteurs, à avoir des KPIs. Et bien évidemment, c'est important d'avoir un KPI qui parle à tout le monde. Et le fait d'être capable de dire j'émets tant de carbone par an, bah c'est ça, tout le monde est capable de le faire à partir du moment où il a réalisé son bilan carbone. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes une PME ou une grande entreprise et que vous voulez avoir ce qu'on appelle un green loan, eh bien, d'avoir réalisé votre bilan carbone, c'est quasiment indispensable. C'est une donnée qu'on appelle extra-financière. Et ça sera de plus en plus parce que, ou une autre raison, c'est que toute cette dynamique dont on parle est extrêmement liée aux accords de Paris et que souvent vous entendez dans les accords de Paris de cette fameuse trajectoire plus 2 degrés, plus 1,5. Et bien pour pouvoir aider à la réalisation de ces objectifs, ça passe par un bilan carbone. On pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez. Je reviens sur le référent. Le référent RSE, de façon très claire, hein, je reviens dessus, sa mission en interne et en externe, son profil est très important. Il va avoir à maîtriser des textes juridiques et des normes qui sont complexes. Et donc, c'est nécessité de se familiariser avec ces enjeux. Il y a aussi la nécessité d'associer toutes les équipes aux enjeux de la RSE. Hein, c'est vraiment une conduite de changement. Donc, vraiment, un maître mot, c'est un état d'esprit collaboratif. Il faut que ce soit une personne qui puisse travailler avec l'ensemble des parties, de les fédérer, de les embarquer, de comprendre leurs craintes, leurs freins sur ces thématiques-là et de leur trouver des solutions pour les embarquer. En externe, parce que de façon extrêmement claire, il faut communiquer en externe. C'est-à-dire de plus en plus, vous allez entendre parler des reporting RSE parce que de plus en plus de monde vont vous demander qu'est-ce que vous faites concrètement. Le dernier en date, hein, j'en parle de plus en plus, c'est le pacte mondial qui est en lien avec l'ONU, les accords de Paris et les fameux ODD dont je vous ai parlé tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises ont signé ce pacte mondial, des engagements en faveur des ODD. Et depuis cette année, le pacte mondial va demander
aux signataires de ce fameux pacte, non plus des engagements, mais des actions concrètes. Donc, on est vraiment passé d'un mode où je m'engage à agir à dire ce que je fais. D'où la nécessité de communiquer avec l'externe, d'identifier des prestataires qui peuvent vous aider parce qu'un référent ne pourra pas faire tout seul, comme je disais, et de communiquer sur les actions concrètes. La RSE, c'est un bénéfice pour soi, et aussi pour l'extérieur. Je reviens à ma thématique de marque employeur, bien évidemment. La marque employeur, elle en bénéficie si vous communiquez dedans. Et de façon très claire, si j'insiste beaucoup sur cette partie-là, et, vraiment en tant que règle d'or, c'est parce que beaucoup des clients qu'on a accompagnés faisaient énormément de choses, mais ne communiquaient pas sur ce qu'ils faisaient. Règle 3, mesurer ses impacts et les valoriser. Ça va avec, vous voyez bien que pour pouvoir communiquer et sortir du greenwashing, il faut être capable de mesurer ce qu'on fait. Donc quand vous avez posé un état des lieux, vous avez mis en place un plan d'action, il faut avoir les indicateurs de mesure des actions que vous menez. Ça paraît un peu évident et trivial, mais ce n'est pas toujours le cas. Et très souvent même, c'est ce qui manque. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous menez une action en faveur de l'insertion d'employés en situation de handicap. Eh bien, il faut être capable de voir quelle thématique, quel ODD c'est lié, ou quelle partie de la norme ISO 26000 c'est lié. Parce que ça va vous permettre de dire que vous travaillez tel ODD, que vous travaillez telle partie de la norme. Donc, les indicateurs permettent vraiment d'évaluer l'impact social et environnemental de votre entreprise. Donc, surtout, ne les négligez pas. Ils sont tout aussi importants que les actions que vous menez. C'est souvent un point qui est mis de côté. Et c'est pour ça, petite aparté, que de plus en plus, les équipes RSE communiquent avec les directions financières. J'ai rencontré dans mes précédentes fonctions, donc dans la partie finance durable, beaucoup d'équipes RSE qui étaient pilotées par directement le directeur ou la directrice financière avec cette double casquette. C'est pas les seuls, hein. Vous avez beaucoup d'équipes RSE qui sont logées dans la partie communication, dans la partie marketing ou dans une partie même des fois R&D. Donc, une mesure indispensable pour suivre l'évolution des pratiques de l'entreprise sur le long terme. À prendre en compte, et ça me permet de revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette dimension importante du référent ou de la référente RSE engagée en externe, c'est que l'idée d'un plan d'action et des mesures, c'est de pouvoir les faire évoluer avec l'ensemble de vos parties prenantes. Et donc, ça peut être vos collaborateurs internes, mais moi, je vous invite progressivement à associer vos clients et vos fournisseurs pour plein de raisons. Parce que c'est en les associant que vous allez recueillir de l'information, que vous allez fédérer avec eux des projets et de pouvoir vraiment intégrer une communauté. Tout ça, pourquoi on vous parle de mesurer? Parce que un des thèmes sur lesquels je souhaite vraiment vous sensibiliser, c'est que autant on était dans une étape ces 5 dernières années, de 2015 à 2020 globalement, sur une partie d'engagement où beaucoup de grands groupes ou de pouvoirs publics s'engageaient et souvent avec des dissonances entre les actes et les intentions. Et aujourd'hui, très clairement, toute entreprise est vraiment pas à l'abri du greenwashing et peut donc avoir un effet boomerang par rapport à l'intention désirée. Donc, j'ai repris ces illustrations des perles de greenwashing pour vous montrer qu'il y a beaucoup
de possibilités dans le greenwashing, hein. Ça va des entreprises qui disent qu'elles font une démarche verte, alors que dans les faits, il n'y a rien de vert du tout ou de développement durable. Donc je dirais que ça, c'est les pires. Aux entreprises qui sont obligées par la loi de faire certaines choses et qui le disent comme étant une démarche. C'est un sujet qui est très sensible parce que beaucoup d'entreprises y sont allées avec le cœur à l'ouvrage et qui ont vu dans l'ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit collaborateurs ou externes, souvent des positions différentes. Mais moi, un élément clé et fondamental que je vous donne, c'est que plus vous ferez des actions concrètes, plus vous sortirez d'une zone à risque de greenwashing. C'est le fait de faire des actions concrètes qui vraiment je dirais, vous assure, vous prémunit le fait d'être taxé de greenwashing. Aujourd'hui, les activistes écologiques sont principalement focusés sur les grands comptes parce que, je dirais, c'est ce qu'on voit naturellement. Mais forcément, ça va descendre progressivement parce qu'il y a des gens qui font du greenwashing, qui sont des TPE, des PME, et ils se sont pris ce rôle de vraiment identifier ces acteurs qui ne font pas de la RSE, mais qui veulent en profiter. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je reviens sur une petite analyse personnelle. Toutes les méthodologies qu'on peut mettre en place pour commencer et mettre en œuvre une politique RSE, elles s'intègrent dans plusieurs étapes. Et les 3 règles d'or dont je vous ai parlé, le diagnostic, c'est la partie 2, les plans d'action, c'est l'élaboration d'un plan, c'est la partie 3, et la partie mesure, c'est l'étape 5. C'est vraiment donc intégré à, bien évidemment, un process, une méthodologie, à une démarche globale. Et UPLA, me diriez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est une plateforme dédiée à la RSE pour les TPE, PME. Vous voyez bien que tous les sujets traités en matière de RSE sont vastes, que les équipes sont resserrées. Eh bien, nous, on est comme un assistant RSE pour permettre aux équipes RSE de se consacrer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est des thématiques comme s'assurer sur les parties juridiques concernées à l'entreprise. Ça, il faut l'identifier à soi. C'est d'embarquer les collaborateurs. L'humain est vraiment fondamental. Donc, nous, on est un outil qui aide vraiment ces équipes à mettre en œuvre. On avait calculé, parce que forcément, il faut être assez pragmatique, c'est comme si on faisait gagner à peu près 2 jours hommes par mois aux équipes qui mettent en place cette solution. Et ces 2 jours hommes, ils le font à autre chose et ils le consacrent à l'essentiel. Donc, voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de votre écoute et je suis maintenant attentif à vos questions pour partager avec vous tous ces sujets pour gagner en efficacité. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors. Oui, bien sûr, on pourra vous transmettre le support. Donc, la question, c'est je suis intéressé par le support, si possible. Bien évidemment, on pourra vous
vous le transmettre. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire une démo où on peut même prendre un temps ensemble pour vous présenter comment on fait, ce qu'on fait. Comme on est vraiment sur cette dimension de temps, on sait que les dirigeants d'entreprise, que les équipes RSE n'ont pas le temps, et donc toute la méthodologie qu'on a faite, elle est vraiment pour intégrer cette contrainte de temps. Et donc, vous donner un exemple, on est capable en 1 heure ou une demi-journée, en fonction des stratégies que vous voulez mettre en œuvre, à poser l'état des lieux et faire un plan d'action. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais partager encore un autre élément, hein. La dimension RSE, c'est vraiment une dimension de long terme. C'est-à-dire que vous allez vous embarquer sur une aventure qui est passionnante, qui traite de sujets autour de la compréhension, par exemple, pourquoi un bilan carbone, pourquoi le gaz à effet de serre, aujourd'hui, il faut les réduire. Ça va vous montrer l'impact à la fois des collaborateurs et de l'entreprise, et d'où la nécessité vraiment d'associer les parties prenantes. Donc, nous, ce qu'on vous propose, hein, dans ces démonstrations, c'est de voir comment la plateforme, elle aide à gagner en temps et en efficacité. On a fédéré un écosystème qui est à la fois pour l'entreprise, donc par exemple, comment réduire concrètement les consommations d'énergie et de s'intégrer dans le plan de sobriété dont beaucoup de gens parlent. Donc, on a des acteurs qui sont issus avec des nouvelles technologies, des acteurs classiques, et donc qui vont traiter par exemple de géothermie, d'être capable d'aller sourcer la consommation énergétique d'un bâtiment et de voir quelles sont les parties qui consomment le plus. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Alors, Sophie Charlot, vous avez évoqué le bilan carbone. Comment cela est-il effectué? Combien de temps et quel budget faut-il estimer sur la base d'une TPE? Alors, c'est une très bonne question. Notre approche, comme dans toutes les actions, elle est progressive. Donc, typiquement, si ça vous intéresse, là, on va sortir un calculateur d'empreinte carbone qui va se centrer sur les 80% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne l'appelle pas un bilan carbone de façon exprès, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce calculateur, on va l'offrir à nos clients parce que on sait qu'un bilan carbone, aujourd'hui, ça coûte entre 3 4 000, voire beaucoup plus en fonction de la taille. Dans un premier temps, le calculateur carbone pourrait être une solution pour vous, pour déjà avoir une première idée de vos consommations d'énergie, surtout si vous êtes une TPE, c'est très bien. Après, vous avez d'autres solutions de calculateurs d'empreinte carbone qui vont vous permettre, en fonction de leur méthodologie, de respecter la fameuse méthode de l'ADEME. Donc, aujourd'hui, un budget, c'est entre 4, 12 et bien 12 000 euros et bien au-delà. Voilà. Sur un bilan carbone qui soit vraiment, comment je veux dire, un bilan carbone qui soit estampillé ABC, Association Bilan Carbone. C'est l'ADEME, hein, qui gère cette partie-là, au sens où tous les ans, elle est garante de la méthodologie et de l'approche.
Donc, si vous voulez tester avec nous ce calculateur, ça sera offert et ça sera une première étape pour vous sur le bilan carbone. Et sinon, on travaille par exemple avec BPI, qui a l'autodiag BPI, qui prend en charge une partie du bilan carbone. C'est typiquement, comme je vous disais, on s'applique à nous-mêmes. Et donc, nous, pour notre bilan carbone, on a fait appel à l'autodiag, au diag carbone pardon, de BPI. C'est un diag qui coûte à peu près 12 000 euros et au final, ça vous coûte que 4 000 puisque le reste est pris à charge par BPI et l'ADEME. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, Frédéric, quel est le pourcentage des TPE-PME qui utilisent ce type de plateforme? Alors, le pourcentage, nous, on est focusé à 80% sur les TPE-PME. On a des clients grands groupes, mais ces clients grands groupes sont forcément très spécifiques. Là où notre plateforme, typiquement, elle va permettre d'accéder ou de rendre accessible la RSE aux TPE-PME. Et donc, pour nous, c'est 80% de TPE-PME qui utilisent ce type de plateforme. Et je reviens, le pourcentage d'entreprises qui ont engagé une action et qui ont mis en place un plan d'action en matière de RSE pour les TPE-PME, aujourd'hui, c'est plus de 36%. Alors, les formations diplômantes. Il y a une formation à l'école de Centrale, Centrale Supélec, qui est très bien faite. Il y a des formations que l'ADEME fait, qui sont aussi très bien faites. Nous, on réalise aussi des formations parce qu'on est un organisme certifié CAIOP. Je dirais que la première question qu'il va falloir vous poser, c'est certifiante pour quel domaine? Est-ce que, par exemple, c'est pour comprendre les enjeux en matière de RSE? Et donc là, celles de Centrale Supélec ou de l'ANEM vont être très intéressantes. Vous avez, par contre, des formations plus spécifiques, comme par exemple sur l'éco-conception. Nous, typiquement, notre plateforme a intégré l'éco-conception dans sa mise en œuvre, et donc on a formé nos équipes à l'éco-conception. Et donc là, il y a l'ADEME qui en fait, nous on en fait, il y a pas mal d'acteurs dessus. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, votre calculateur C ne prend en compte que les consommations énergétiques, pas d'infos sur les déplacements, les fournisseurs. Si. Alors, en gros, notre calculateur a pour ambition d'être sur les 80% de ce qui émet des gaz à effet de serre. Voilà. Donc, typiquement, bien évidemment, c'est l'énergie, mais c'est aussi tout ce qui est services informatiques, c'est aussi flotte de véhicules. Donc, on a vraiment fait une première démarche et avec un objectif de trajectoire associé. Je prenais l'exemple énergétique parce que très souvent, c'est celui qui est pris. Alors, Julie, on vous enverra, donc vous posiez la question: «Je suis intéressé par le support si possible». Donc,
le support sera transmis à ceux souhaités. Est-ce que, Charlotte, la question, est-ce que j'ai répondu à votre question? Votre calculateur CE ne prend en compte que les consommations énergétiques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc en tout cas, vraiment, pour passer à l'action, je répète, hein, vraiment faites un état des lieux. Dans cet état des lieux, inspirez-vous et vérifiez bien qu'il intègre ces 2 référentiels, ODD et ISO 26000. Nous, on a un autodiag aussi, hein, dans notre process. On a un autodiag, on prend un temps avec nos clients pour en parler et on pose le plan d'action. Donc, ceux qui sont aussi intéressés par l'autodiag pour poser leur diagnostic, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le plan d'action, il est très important que vous posiez ce référent RSE, même si vous êtes une petite structure et que ce référent RSE ne fait pas que ça, c'est pas grave. On a des clients, la référente RSE sont à la fois DRH et à la fois directrice marketing. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est oser faire les premiers pas. Allez-y, parce que c'est un chemin qui va prendre du temps et que toutes les entreprises vont y aller. Et plus vous y allez tôt, plus vous allez bénéficier de cette mise en place. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui va être de plus en plus important, c'est la mesure. C'est ce qu'on vous disait à la fin. C'est vraiment d'être capable de dire, voilà, moi j'ai fait ça, et donc je me protège d'une certaine manière sur le greenwashing. Un dernier partage, quand je vous parlais du pacte mondial, donc ce fameux pacte mondial où les grandes entreprises se sont engagées à adhérer aux ambitions de l'ONU 2030 à travers le fait de favoriser des ODD. Eh bien, les entreprises, comme je vous le disais, vont être obligées de dire maintenant ce qu'elles font concrètement, et celles qui ne publieraient pas ce qu'elles font seraient sur un mur. Et alors ça, c'est une technique qui vient des anglo-saxons, hein, qui s'appelle le name and shame. Et en gros, très clairement, eh bien, ceux qui ne font pas auront leur logo sur ce mur des inactions. Donc, c'est une façon, on peut en penser, et je n'ai pas de jugement, et ce serait un autre débat, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est de commencer à faire les choses parce qu'à un moment donné, ça va s'accélérer. Si les ambitions mondiales en matière de réduction de carbone veulent toujours respecter la courbe des plus 1 degré ou plus 2 degrés, l'engagement de plus en plus sera fort en matière de réduction de l'empreinte carbone. On sera sur une courbe de décroissance des émissions de CO2 qui est extrêmement importante. On est dans une bonne tendance. Les derniers chiffres là pour 2022, 410 millions d'équivalents tonnes CO2, et ça fait à peu près une baisse de 10%, de 11% depuis 2015. Mais ça, c'est pas suffisant si on veut respecter les engagements de l'Union européenne, qui est de réduire les gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.
Donc, on est à 410 millions. Vous voyez, on était à 540 en 2015. Oui, je crois que c'est 540. Donc, ça nous amène d'ici 2030 à 250 millions de CO2, ce qui montre bien évidemment tout le chemin qui reste à parcourir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à toutes et à tous à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous faire des démonstrations. On peut vous envoyer les questionnaires d'Autodiag pour vous aider déjà à préparer votre état des lieux. Et on vous fera suivre la présentation à ceux qui le souhaitent. On vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de vos équipes et au plaisir de vous revoir.